Welcome to a new episode of Min Washington. In this week's show, our 2025 to 2026 season in review. Bienvenue dans votre émission depuis Washington. Cette semaine, nous reviendrons sur les grands temps forts de la saison 2025-2026. Une rétrospective de l'émission, une géopolitique mondiale sous haute tension, le leadership américain dans un monde en pleine recomposition, le Maroc au croisement des enjeux régionaux et internationaux. War, economic stress, political transition, natural disaster. Entre octobre 2025 et juillet 2026, le monde n'aura connu aucun répit. Guerre, tensions économiques, transition politique, catastrophes naturelles, essor de l'intelligence artificielle, retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et Coupe du monde de football ont rythmé une année particulièrement dense. Ukraine remained under Russian attack. Gaza remained a humanitarian. À mesure que les crises s'accéléraient, les gouvernements ont tenté de suivre le rythme tandis que les populations en subissaient les conséquences. La fin de l'année 2025 a été dominée par les conflits, l'Ukraine est restée sous les frappes russes, Gaza a continué de vivre une catastrophe humanitaire et l'Iran s'est imposé comme l'un des principaux foyers de tension entre les États-Unis, Israël et les puissances régionales. Ces crises ont déplacé des populations, fragilisé les alliances et mis à l'épreuve la capacité du système international à répondre à des événements évoluant souvent plus vite que la diplomatie. And gave continued weight to Morocco's autonomy proposal as a serious. Dans le même temps, les Nations Unies ont renouvelé le mandat de la MINURSO au Sahara marocain, maintenant ce dossier au cœur de l'agenda international. Parallèlement, le plan marocain d'autonomie a continué de recueillir un soutien croissant, présenté par un nombre grandissant de partenaires comme la seule solution sérieuse et crédible à ce différend artificiel. The Royal Armed Forces, Civil Protection, local authorities. Le Maroc a également été confronté à de violentes inondations provoquées par des pluies exceptionnelles. Sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les autorités, les forces armées royales et les services de secours se sont rapidement mobilisés pour assister les populations sinistrées. Une crise qui a rappelé qu'en matière de gestion de catastrophes, la rapidité d'action reste le facteur décisif. And carried on to 2026. In the Middle East, pressure quickly built. À Washington, le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche a profondément marqué l'actualité avec des répercussions sur l'immigration, le commerce, la politique étrangère et les relations avec les alliés, comme avec les adversaires des États-Unis. A missile in the region could move oil prices around the world. Au Moyen-Orient, les tensions se sont encore aggravées, la sécurité maritime, l'énergie et le commerce mondial se sont retrouvés étroitement liés, au point qu'un seul incident militaire pouvait provoquer une flambée des prix du pétrole. Les menaces sur le détroit d'Ormuz ont rappelé combien les crises régionales peuvent désormais avoir un impact immédiat sur l'économie mondiale et le quotidien des ménages. But artificial intelligence, advanced chips, and strategic industries now shape the next phase. Parallèlement, la rivalité entre Washington et Pékin s'est intensifiée sur le terrain technologique. L'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les données et les infrastructures énergétiques sont devenus les nouveaux leviers de puissance, redessinant les contours de la compétition mondiale. G7 leaders gathered to discuss security, energy, and economic resilience. Malgré ce contexte, quelques moments d'apaisement ont émergé. En juin 2026, le G7 s'est réuni autour des enjeux de sécurité, d'énergie et de résilience économique. Quelques jours plus tôt, la Coupe du monde de football s'ouvrait aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après des mois de conflit, le sport a une nouvelle fois offert un rare langage universel, capable de rassembler au-delà des divisions. Pour ce dernier épisode de la saison 2025-2026, nous retrouvons celles et ceux qui ont accompagné cette émission tout au long de l'année. Avec nous aujourd'hui, nos chroniqueurs Chris Lapetina, Georges Landruit et Ryan Ekstrom, ainsi que nos correspondants Shorok Diab et Adel Dessouki. Bienvenue à tous. Puis entre octobre 2025 et juillet 2026, le monde est passé d'une crise à l'autre. Guerre, tensions commerciales, immigration, technologie, énergie, catastrophes naturelles. Quel événement a selon vous le plus marqué cette saison et que révèle-t-il de l'état du monde aujourd'hui ?
Tout d'abord, Marc, merci. Vous avez tout à fait raison. Cette saison a été remarquable pour nous tous à Média TV. Le terme que vous avez employé, celui de pression, est particulièrement intéressant, car je pense que le monde a désormais pris conscience que la mondialisation a considérablement réduit les distances et rendu notre planète plus interconnectée. Une tension dans une région du monde a désormais des répercussions rapides et très directes sur le reste du globe. Ainsi, une guerre au Moyen-Orient affecte les populations en Asie, tandis que les difficultés économiques en Asie ont des conséquences aux États-Unis. Nous ressentons tous, d'une manière ou d'une autre, les effets des crises et des problèmes qui surgissent aux quatre coins du monde. C'est une réalité qui apparaît de plus en plus clairement. Et bien entendu, nous nous demandons tous si cette situation risque de s'aggraver, notamment avec l'essor rapide des technologies et de l'intelligence artificielle. Effectivement, ces différents dossiers restent aujourd'hui les principaux foyers de tension de la planète. Intéressons-nous maintenant au Maroc, Georges. La dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara marocain a marqué une nouvelle avancée diplomatique en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie. Alors, quelle portée accordez-vous à cette évolution et qu'est-ce qu'elle laisse présager pour la suite du processus diplomatique? C'est une excellente question, Marc. Je pense que la récente position du Conseil de sécurité des Nations Unies est extrêmement importante, car elle traduit un changement d'approche. Par le passé, le Conseil adoptait une attitude plus réservée, ou du moins une position se voulant équilibrée. Aujourd'hui, il apporte un soutien clair à l'initiative marocaine d'autonomie. À mon avis, cette orientation est désormais bien établie. De nombreux pays européens ainsi que les États-Unis ont reconnu et soutenu ce plan. Désormais, la majorité des pays du monde adoptent cette position et même au sein des Nations Unies, un soutien très clair se dessine. Je pense également que cela témoigne de la qualité de cette proposition. L'autre option qui était avancée provenait essentiellement du pays voisin qui finance et soutient le Polisario. Je parle bien entendu de l'Algérie. Il semble qu'elle soit surtout utilisée comme un instrument destiné à entretenir les tensions et les divisions. L'approche marocaine est quant à elle très différente. Elle affirme la souveraineté du Maroc tout en soulignant l'importance de la participation des populations de la région à leur propre gouvernance. Je considère donc qu'il s'agit d'un très bon plan, fondé sur une logique solide. Le nombre croissant de pays qui le soutiennent constitue la meilleure preuve qu'il s'est toujours agi de la solution la plus appropriée. Il a fallu du temps pour que beaucoup de gens en prennent conscience, mais c'est désormais le cas et c'est une évolution positive. Il aura fallu de nombreuses années pour en arriver là. Ryan, vous êtes le benjamin de cette équipe. Cette saison marquait votre première année comme chroniqueur et présentateur remplaçant de Depuis Washington. Au fil des mois, l'actualité s'est accélérée à un rythme exceptionnel avec des bouleversements majeurs sur la scène internationale. Parmi tous les sujets que vous avez traités cette saison sur Média TV, lequel vous a le plus marqué? Et selon vous, quel événement ou quelle évolution a le plus profondément transformé les équilibres internationaux? Tout d'abord, c'est un honneur d'avoir été parmi vous au cours d'une saison marquée par des évolutions rapides, voire majeures dans les affaires internationales, et de participer aux côtés d'experts qui ont aidé les téléspectateurs, tout comme ils m'ont aidé à mieux comprendre ces développements. L'une des grandes leçons qui m'est restée à l'esprit cette saison après avoir suivi les événements au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique latine ou ailleurs, est que les crises ne restent jamais confinées à l'intérieur des frontières d'un seul pays. Elles produisent des effets de ricochet, directs et indirects. Le meilleur exemple est, selon moi, la guerre impliquant l'Iran. Nous avons vu les capacités militaires, les marchés mondiaux, la sécurité maritime et les préoccupations liées au nucléaire converger et interagir dans un même espace autour du dossier iranien. Nous constatons également que les répercussions ne se limitent pas à ces différents domaines, elles s'étendent aussi à nos politiques intérieures. Comme nous l'avons vu, les dirigeants ne réagissent pas uniquement aux moyens militaires, mais également aux pressions économiques, à l'inflation et aux considérations politiques. Ils sont contraints d'effectuer des calculs politiques face à ces évolutions.
C'est un élément qui m'a particulièrement marqué et je pense qu'il a constitué un thème majeur des événements que nous avons suivis au fil des années et plus particulièrement au cours de cette saison. Vous avez tous les trois souligné des enjeux majeurs qui ont marqué cette saison. Chris a insisté sur l'essor de l'intelligence artificielle, George est revenu sur le Maroc et sur l'interconnexion croissante des grands dossiers internationaux. Alors avant de poursuivre cette discussion, je vous propose de revenir en images sur quelques-uns des grands dossiers que nous avons suivis tout au long de cette saison dans Depuis Washington. Depuis le lancement de la nouvelle saison de l'émission Depuis Washington en septembre 2025, le programme a mis en lumière les principales transformations qu'ont connues les États-Unis et le monde, plaçant le téléspectateur marocain, arabe et international au cœur de l'actualité depuis la capitale américaine. Le programme a suivi de près les relations maroco-américaines en présentant la coopération stratégique entre Rabat et Washington, les évolutions de la question du Sahara marocain, le partenariat militaire, les accords économiques, ainsi que le rôle croissant du Maroc en tant que partenaire fiable des États-Unis dans le cadre de relations historiques qui s'étendent sur plus de 2 siècles. Par l'intermédiaire de Média TV, nous avons également relayé à nos chers téléspectateurs les points de vue d'experts et de spécialistes américains concernant la manière dont le royaume du Maroc, son roi, son gouvernement, ses forces armées et son peuple a fait face aux inondations qui ont frappé le pays. La politique américaine a occupé une place centrale dans notre couverture avec un suivi hebdomadaire des décisions de la nouvelle administration américaine, des débats au sein de la Maison-Blanche et du Congrès, ainsi que des dossiers relatifs à l'immigration, à l'économie et aux droits de douane, sans oublier l'avenir des relations des États-Unis avec leurs alliés et leurs adversaires. L'émission a également consacré une large place au développement de la guerre en Ukraine, aux crises au Moyen-Orient, à la guerre à Gaza, au dossier nucléaire iranien, ainsi qu'à la sécurité de la navigation en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz. Nous avons analysé les répercussions des politiques américaines sur l'économie mondiale, l'inflation, les prix du pétrole et l'avenir du commerce international, tout en abordant la révolution de l'intelligence artificielle et les transformations technologiques qui redessinent les contours de l'économie et du marché du travail. Sur le plan sportif, le programme a suivi l'organisation réussie par le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que l'exploit historique de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde 2026 en mettant en lumière les dimensions de ses succès sportifs nationaux. Il a également souligné le rôle joué par la communauté marocaine à l'étranger dans le soutien aux Lions de l'Atlas et dans le renforcement du rayonnement du Maroc sur la scène internationale. Okay, so a lot of stories have been going on this past season on Men Washington. Chris, Une saison marquée par une succession de crises et de bouleversements majeurs. Chris, après avoir suivi l'ensemble de ces évolutions, pensez-vous que le monde traverse une période de turbulence passagère ou sommes-nous entrés dans une nouvelle ère d'instabilité durable? A better tomorrow. L'idée d'un monde dominé par les 2 superpuissances est bel et bien révolue. Par conséquent, la compétition actuelle est autant économique que militaire. Cette année, nous avons vu qu'un pays comme l'Iran ou un pays comme l'Ukraine pouvait mener une guerre asymétrique et parvenir à tenir tête à une grande puissance militaire. Je pense que nous assisterons également à ce type de phénomène à l'avenir. J'espère que tous les peuples du monde comprendront que la paix demeure toujours la meilleure voie pour tous, car nous sommes tous affectés d'une manière ou d'une autre par les conflits. Lorsqu'une guerre éclate quelque part, nous en subissons tous les conséquences. J'espère donc que la communauté internationale prendra conscience de la nécessité de renforcer les capacités des États à utiliser la technologie afin de parvenir à une forme de détente et de compréhension mutuelle, en reconnaissant que le conflit armé ne profite à personne. Nous devons également trouver d'autres solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. George, let's dig into some of these issues that Chris alluded to. Ukraine, Gaza. George, revenons sur plusieurs points soulevés par Chris. L'Ukraine, Gaza et l'Iran ont dominé l'actualité internationale et occupé une place centrale dans nos débats tout au long de la saison. Si ces crises sont différentes par leur nature et leur contexte, elles mettent tout en lumière les limites de la diplomatie, de la dissuasion et du leadership international. Alors, quels enseignements les décideurs politiques devraient-ils en tirer?
Je pense qu'il y a plusieurs leçons à retenir. La première est que la dissuasion est essentielle. Lorsque des États agressifs estiment que la réponse à leurs actes sera limitée ou qu'il existe une hésitation à réagir, cela les encourage à passer à l'action et à entreprendre des initiatives dont ils pensent pouvoir échapper aux conséquences. En revanche, s'ils savent qu'ils devront payer un prix élevé pour leurs actes, ils réfléchiront à 2 fois avant de les commettre. Cela peut avoir un effet dissuasif important. Il y a également d'autres enseignements. Nous avons constaté les répercussions de ces crises sur l'énergie. L'agression russe contre l'Ukraine a eu des conséquences majeures sur le secteur énergétique, tout comme les tensions en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz. En définitive, ces événements montrent que la diplomatie ne peut réussir que lorsqu'il s'appuie sur une certaine forme de puissance. Le dialogue est toujours fructueux entre des pays amis. Prenons l'exemple du Maroc, qui est un pays ami. Si nous devons négocier par exemple un accord de libre-échange, nous n'avons pas besoin de faire la guerre. Nous pouvons dialoguer de manière constructive. En revanche, lorsqu'un État n'est pas un partenaire, ne partage pas les mêmes valeurs et dans de nombreux cas s'oppose même à ces valeurs, cherchant uniquement à exercer sa domination, la diplomatie seule ne suffit plus. Il faut alors être en mesure de faire comprendre que tout comportement agressif entraînera des conséquences. Cet élément est également indispensable en complément de la diplomatie. Nous préférons toujours la paix, mais face à certains États, la seule diplomatie ne permet pas d'obtenir de résultats. Il faut également disposer d'une capacité militaire dissuasive afin qu'elles réfléchissent à 2 fois avant d'attaquer les autres. Ce sont là quelques-unes des leçons que nous avons tirées de ces événements. Ryan, cette saison nous a également amené à nous interroger sur le fonctionnement de l'ordre international, le rôle des Nations Unies, des alliances, des organisations régionales et plus largement de la diplomatie de crise. Face aux grands bouleversements de ces derniers mois, ces institutions ont-elles été à la hauteur de leurs responsabilités? Et l'ONU a-t-il encore les moyens d'agir efficacement pour promouvoir la paix, la sécurité, la prospérité et l'égalité à l'échelle mondiale? Je pense qu'il serait erroné d'affirmer que les Nations Unies sont irréformables, obsolètes ou totalement impuissantes face aux grandes crises. Mon opinion était différente il y a encore 2 ans, mais l'un des éléments qui a modifié ma perception de l'ONU est précisément la question du Sahara marocain. Nous avons vu se constituer un consensus autour de la proposition marocaine considérée comme la seule solution sérieuse, légitime et réalisable à la question du Sahara. Cette évolution dépasse largement le seul cadre du Sahara marocain. Elle montre que la coopération internationale au sein d'une grande institution comme les Nations Unies demeure possible. Les divergences que nous observons concernent principalement des dossiers dans lesquels la Russie et la Chine ont des intérêts directs. Les Nations Unies, et plus particulièrement le Conseil de sécurité auquel je fais référence, réunissent les 5 puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. L'idée initiale était de préserver cette coopération, mais cela ne s'est pas produit. L'apparition de divergences d'intérêts et de comportements, notamment de la part de la Russie et de la Chine, a créé des divisions difficiles à gérer dans le cadre actuel du Conseil de sécurité. Je reste prudent quant à l'idée que nous pourrions la réformer entièrement ou la remplacer par un système meilleur. La question est alors de savoir par quoi. Effectivement, prenons l'exemple du sud du Liban que Georges évoquait tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, les Nations Unies y sont engagées à travers des opérations de maintien de la paix et d'importants moyens humains et financiers. Pourtant, malgré ces efforts, les défis sécuritaires y persistent. Un accord de cessez-le-feu sous conditions a été signé entre Israël et le Liban, mais il demeure particulièrement fragile. Avec le recul, quels enseignements faut-il tirer de cette expérience et comment renforcer l'efficacité des mécanismes internationaux de prévention et de gestion des crises ? Il s'agit effectivement d'un échec, et ce n'est pas un cas isolé. Il suffit de se rappeler les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda. Ce fut une catastrophe absolue. Cela montre qu'un changement est nécessaire. Cependant, il existe une différence importante entre dire « il faut s'en débarrasser » et inventer quelque chose de meilleur, et reconnaître la nécessité des réformes. Je me méfie
de la première approche. De nombreux événements ont montré que la structure actuelle des opérations de maintien de la paix n'est plus suffisante et que des changements sont indispensables. À quoi ressembleront ces changements, je n'en suis pas certain, mais je pense que la nécessité d'une réforme est désormais clairement mise en lumière et que l'élan en faveur du changement existera à l'avenir. Chris, pour rebondir sur l'analyse de Ryan, prenons l'exemple du Liban. Le président Trump souhaite mettre un terme à la mission de la FINUL avec pour objectif une fin de mandat d'ici la fin de l'année. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, il a profondément réorienté la politique étrangère américaine. Après près de 18 mois de présidence Trump, quel regard portez-vous sur la place des États-Unis dans le monde ? Les États-Unis se contentent-ils désormais de répondre aux crises au cas par cas ou assistons-nous au contraire à une stratégie de réaffirmation de leur influence sur la scène mondiale ? Je pense que l'administration Trump essaie de faire tout cela à la fois, avec un certain degré de réussite. Nous avons parlé du Sahara marocain et nous comprenons dans cette émission l'importance de cette question, qui ne fera que croître avec la poursuite du développement de ce Sahara. Il y a toutefois eu des échecs, bien entendu, et il n'est pas nécessaire d'énumérer toutes les difficultés auxquelles le président Trump a été confronté. Je reviens à l'idée selon laquelle une partie des difficultés de Donald Trump réside dans le fait qu'il tente souvent d'agir de manière très personnelle et unilatérale. Vous avez évoqué les échecs des Nations Unies et c'est vrai, elles ont échoué sur de nombreux dossiers. Cependant, la première tentative de l'ONU d'utiliser des forces militaires pour mettre fin à un conflit dans le Sinaï a été un succès qui a duré, je crois, 5 ans. Il existe donc des possibilités de réussir pour les Nations Unies, comme nous le voyons dans le dossier du Sahara marocain où une solution peut être trouvée. Mais cela implique également que toutes les parties à ce conflit doivent agir de manière responsable. Concernant le Liban, je ne pense pas qu'Israël soit particulièrement soucieux d'agir comme un membre responsable de la communauté internationale. Il en va de même pour le Hezbollah, qui est de toute évidence une organisation terroriste qui n'est pas intéressée par un comportement rationnel dans le cadre international. Tous ces éléments ont influencé d'une manière ou d'une autre la politique étrangère du président Trump jusqu'à présent. Pour conclure sur Israël, les autorités israéliennes considèrent avoir considérablement réduit les capacités de plusieurs acteurs armés soutenus par l'Iran, notamment le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. Mais au-delà de la dimension sécuritaire, quelle est désormais la perspective politique ? À l'approche des élections, aucune feuille de route ne semble émerger en faveur d'une paix durable au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'ouverture d'une véritable séquence politique ? Je pense que tous nos téléspectateurs au Maroc répondraient probablement la même chose. Il faut parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens afin qu'ils puissent vivre côte à côte avec un État palestinien indépendant. Cela contribuerait grandement à atténuer un nombre de problèmes que vous venez de mentionner. Et ce serait l'objectif ultime, bénéfique pour le monde, pour le Moyen-Orient et pour l'économie mondiale. Nous faisons une courte pause et nous revenons dans un instant. Merci de rester avec nous. Welcome back to the second part of Men Washington. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Avant de reprendre notre discussion, prenons un instant pour revenir sur les grands thèmes qui ont marqué notre programme cette saison. Pour ma part, en tant que présentateur de l'émission, la notion de pression contre pression est passée du stade du concept à celui de la réalité concrète. Alors que je me trouvais à Doha, au Qatar, en train de prendre mon petit déjeuner au 11e étage d'un hôtel, contemplant les eaux du golfe arabo-persique, j'ai vu les systèmes de défense aérienne intercepter un missile iranien se dirigeant vers une base aérienne américaine. Le lendemain, nous avons cependant été transférés dans une salle située au sous-sol par mesure de précaution face aux risques potentiels. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la pression était devenue une réalité. Une pression militaire, politique, économique, médiatique et même personnelle, toutes agissant simultanément. Ce moment a profondément marqué la couverture de cette saison. Les grands titres ont été Gaza, l'Ukraine, l'Iran, Washington, la question du Sahara marocain,
l'énergie et l'intelligence artificielle, mais à chaque sujet abordé, la même question revenait sans cesse. Où la pression s'intensifie-t-elle? Où se stabilise-t-elle? Et à quel moment commence-t-elle à s'atténuer? Il ne s'agit pas d'une simple théorie, mais d'une manière de comprendre les événements avant qu'ils ne s'imposent aux dirigeants. Nous l'avons constaté au Liban, dans le détroit d'Ormuz, à propos du programme nucléaire iranien, ainsi que sur des questions telles que l'immigration, le commerce, la technologie et la gestion des catastrophes. Les États-Unis ont assurément ressenti cette pression, tout comme le Maroc et l'ensemble de la région. À travers ces différents dossiers, la maturité des relations maroco-américaines a constitué pour cette émission une source précieuse d'analyse, fondée sur un partenariat stable, construit au fil des générations, et auquel on se réfère lorsque le monde devient instable. Cette saison, nous avons cherché non seulement à suivre les crises, mais également à identifier les foyers de tension avant qu'ils n'éclatent. C'est cette approche qui a façonné l'émission depuis Washington, et ce fut un honneur de vous la présenter sur les écrans de Médien TV. Nous nous rendons maintenant dans la salle de rédaction avec nos correspondants Cholouk Diab et Adel Dessouki, qui ont couvert cette saison depuis la Maison-Blanche, le Congrès et le département d'État américain. نعم مارك بالفعل أعتقد أن أكبر تحد واجهنا هذا الموسم لم يكن فقط كثرة الأحداث. Oui, Marc, absolument. Je pense que le plus grand défi auquel nous avons été confrontés cette saison n'était pas seulement le nombre d'événements à couvrir, mais surtout la rapidité avec laquelle ils évoluaient. Certains jours, Marc, nous nous préparions à traiter un dossier précis, mais quelques heures plus tard, toutes les données avaient complètement changé, que ce soit en raison d'une décision de la Maison-Blanche, d'un vote au Congrès ou de développements sur le terrain au Moyen-Orient ou en Europe. Cette réalité nous a naturellement obligés à rester en état d'alerte permanent. Il ne suffisait plus de rapporter l'information, il est devenu indispensable de vérifier chaque donnée, de suivre chaque déclaration et de replacer les événements dans leur contexte afin d'offrir aux téléspectateurs une vision précise et équilibrée. Pour ma part, Marc, en tant que correspondante, le plus grand défi a été de simplifier des dossiers complexes et en constante évolution et de les transformer en reportages clairs et compréhensibles pour le public, sans perdre ni la décision ni la profondeur de l'information. Car l'actualité à Washington ne s'arrête jamais et ce qui est dit le matin peut avoir changé avant la fin de la journée. Mais en contrepartie, cette saison a constitué une expérience professionnelle particulièrement enrichissante. Elle a renforcé notre conviction que le journalisme d'aujourd'hui ne repose pas uniquement sur la rapidité, mais aussi sur la crédibilité, sur la capacité à analyser les événements dans leur contexte et sur la nécessité de s'adapter en permanence à une réalité mondiale qui change d'un instant à l'autre, Marc. Merci, Cholouk. Adèle, tout au long de cette saison, vous avez suivi au plus près l'actualité de la Maison-Blanche et les grandes évolutions de la vie politique américaine. Dans un contexte marqué par une succession d'événements majeurs, quel a été le principal défi pour suivre ce rythme particulièrement soutenu? Et qu'avez-vous retenu de cette période d'une intensité exceptionnelle à Washington? Merci Marc de me donner l'occasion de m'adresser aux téléspectateurs et aux fidèles de l'émission depuis Washington. Bien entendu, j'avais l'habitude de communiquer avec eux et d'intervenir en direct depuis la Maison-Blanche afin de leur transmettre les faits et les événements en temps réel. Je souhaite également profiter de cette occasion pour féliciter tous les collègues qui travaillent pour cette émission et en premier lieu, bien sûr, notre frère et cher ami Mohamed Saïd Al-Wafi qui dirige cette équipe et déploie tous les efforts nécessaires pour que le programme soit présenté sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, grâce à un travail de préparation rigoureux et à une sélection minutieuse des invités. Cette saison a été une réussite et une expérience particulièrement enrichissante. Nous espérons qu'elle aura été appréciée par le public et nous vous promettons également que la prochaine saison sera encore plus remarquable. Pour revenir à votre question, Marc, Washington est naturellement une capitale où l'actualité est extrêmement dense et se renouvelle sans cesse, ce qui constitue un véritable défi pour tout journaliste. Mais le plus grand défi pour les correspondants de la Maison-Blanche est de suivre instant après instant le flux continu de déclarations et de communiqués portant sur des questions qui concernent toute
les régions du monde. Le principal défi auquel j'ai été personnellement confronté, Marc, a également été le caractère rapide et parfois contradictoire des déclarations du président Donald Trump. Prenons l'exemple de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Il y avait parfois des déclarations contradictoires. Le président évoquait par exemple la proximité d'un accord, puis quelques heures plus tard, nous apprenions qu'il y avait des frappes américaines et ainsi de suite. Il s'agit peut-être d'une tactique délibérée de l'administration américaine ou du président Donald Trump lui-même, destinée à déstabiliser ses adversaires. Mais cela nous déstabilise également, nous les journalistes, car nous nous efforçons de mettre à jour l'information en temps réel et d'apporter à tous les téléspectateurs et fidèles de cette émission les analyses et les informations les plus utiles et les plus pertinentes. Merci Adel pour tous vos reportages depuis la Maison-Blanche et les grands centres de décisions américains tout au long de cette saison. Georges, la confrontation entre les États-Unis et l'Iran a fait craindre à plusieurs reprises un embrasement régional. Pourtant, malgré les tensions, le scénario d'une guerre à grande échelle ne s'est pas concrétisé. Qu'est-ce qui a permis d'éviter cette escalade? Selon vous, quel a été le principal facteur de retenue et comment expliquez-vous jusqu'à présent que la paix ait pu être préservée? Je pense que tous ces facteurs ont joué un rôle important. La dissuasion, bien entendu, a été déterminante, tout comme la prise de conscience des risques encourus. Il faut également souligner le travail de plusieurs de nos partenaires dans la région du Golfe qui ont contribué par le biais de canaux de communication discrets à maintenir le dialogue et à préserver des voies diplomatiques ouvertes en vue d'un accord. L'Iran, comme déjà mentionné, n'est pas dans la même situation que nombre de nos partenaires du Golfe, avec lesquels nous pouvons dialoguer et parvenir à des accords durables. Je pense donc que la dissuasion a été un facteur extrêmement important, mais je crois aussi que certaines faiblesses de l'Iran l'ont peut-être amené à prendre conscience que la réalité était différente de ce qu'il imaginait avant le début du conflit, lorsqu'il pensait disposer de capacités équivalentes à celles des États-Unis. Or, cette perception s'est révélée erronée. Plus important encore, l'impact économique a probablement joué un rôle considérable. Lorsque l'Iran a utilisé le détroit d'Ormuz comme moyen de pression sur le reste du monde, il lui a même subi dans la même mesure les conséquences économiques du conflit. Il est donc possible que l'Iran ait cherché un moyen d'alléger cette pression qui pesait également sur lui. En définitive, je pense que c'est la combinaison de l'ensemble de ces facteurs qui a été déterminante. Ryan Ekstrom, tournons-nous maintenant vers la Chine et la rivalité sino-américaine. Cette compétition dépasse désormais le cadre du commerce, de la puissance militaire ou des capacités navales. Elle se joue aussi sur le terrain de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des technologies de pointe. À cela s'ajoutent les enjeux énergétiques, les tensions autour du détroit d'Ormuz et leurs répercussions sur l'économie mondiale, y compris sur la Chine. Mais c'est sans doute l'intelligence artificielle qui cristallise aujourd'hui le plus d'interrogations. Pour beaucoup, elle représente autant une formidable opportunité qu'une source d'inquiétude, notamment pour l'emploi et le pouvoir d'achat des ménages. Alors comment anticipez-vous les évolutions à venir? Les craintes liées à l'IA vous semblent-elles justifiées ou au contraire son potentiel l'emportera-t-il sur les risques? Les capacités réelles de l'intelligence artificielle ne sont pas encore pleinement connues. Je pense que la nature même de ces capacités déterminera les défis et les problèmes qui l'accompagneront. L'intelligence artificielle a incontestablement le potentiel de devenir l'élément décisif de la réalité entre les États-Unis et la Chine, car elle touche à toutes les dimensions de la puissance nationale. Les capacités militaires, l'économie, les secteurs de la santé, les biotechnologies et bien d'autres domaines. Elle constitue un multiplicateur stratégique pour tous ces différents secteurs et le pays qui prendra l'avantage dans ce domaine sera en position de leadership. Il ne fait aucun doute que la Chine consacre des ressources et des investissements considérables afin de devenir le leader en la matière.
Cependant, d'après les rapports techniques et les analyses de politique publique que j'ai consultées, les États-Unis conservent encore une avance dans ces technologies. Il suffit de regarder des entreprises comme Anthropic, OpenAI ou les modèles d'intelligence artificielle développés par Google. Nous sommes toujours à la pointe de l'innovation et il serait une erreur de ralentir nos efforts dans ce domaine. Effectivement, ces évolutions suscitent de nombreuses interrogations, notamment quant à leurs répercussions sur l'économie. Chris, revenons maintenant sur le Sahara marocain. La récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a renforcé la dynamique en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie. Comment interprétez-vous cette évolution? Et que devrait comprendre Washington de l'importance que revêt ce dossier, tant pour les autorités que pour le peuple marocain? Je pense que cette question est également importante pour les États-Unis et nous pouvons en parler. Nous nous souvenons tous de la célèbre phrase de Martin Luther King, selon laquelle l'arc de l'univers moral est long, mais il tend vers la justice. Dans ce cas précis, je pense que la justice s'est manifestée par un accord reconnaissant au Maroc son droit sur le Sahara, car ce territoire lui appartient. Il s'agit donc d'une évolution très importante, non seulement pour les Marocains et les peuples d'Afrique du Nord, mais également pour les États-Unis, car nous espérons vivement que le Sahara marocain deviendra à l'avenir un élément important de nos échanges commerciaux. Je pense également que nous devons accorder davantage d'attention au Maroc, car il constitue la porte d'entrée vers l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, où pourrait se situer une part importante de l'avenir de notre économie. Nous sommes engagés dans une compétition mondiale avec d'autres acteurs, notamment la Chine, la Russie ou la Turquie. Nous devons donc être pleinement préparés et disposer des meilleures politiques commerciales possibles afin de tirer parti des opportunités offertes par l'Afrique subsaharienne, notamment à travers le développement de l'Afrique du Nord. Tout à fait. Revenons maintenant aux catastrophes naturelles, qu'elles soient mondiales ou locales. Georges, nous avons suivi la réaction du Maroc face aux inondations dévastatrices, une réponse marquée par une forte coordination nationale et une mobilisation rapide des autorités pour venir en aide aux populations sinistrées. Alors quels enseignements les autres pays peuvent-ils tirer de cette gestion de crise et en quoi cette capacité de réaction rapide peut-elle contribuer à restaurer la confiance et l'espoir des populations confrontées à de telles catastrophes? C'est une très bonne question, Marc. Il s'agit d'un exemple particulièrement intéressant. À mon avis, Sa Majesté le roi Mohammed VI a fait preuve d'un leadership très avisé, en mettant en place des infrastructures solides et en renforçant les capacités de l'État, ce qui a permis une excellente coordination entre les différentes parties concernées et par conséquent une réaction rapide. Je pense que l'élément essentiel ici est l'importance d'un leadership éclairé. Lorsque l'on observe les efforts déployés par Sa Majesté le Roi pour bâtir une économie forte, renforcer l'État, réduire la pauvreté et accroître les opportunités offertes aux citoyens, on mesure toute l'importance de cette approche. En effet, certains gouvernements ne pensent parfois qu'à ce qu'ils doivent faire pour se maintenir au pouvoir. Il est cependant évident que le roi du Maroc accorde une grande importance à la protection des intérêts de son peuple. Et je pense que la grande leçon à retenir est la suivante. Lorsque l'on agit de cette manière, on obtient de bons résultats. Cette capacité à mobiliser l'ensemble d'un pays pour protéger sa population dans les moments les plus critiques est essentielle. Merci Georges d'avoir mis en lumière cet aspect. Ryan, après les critiques adressées aux Nations Unies, intéressons-nous maintenant au G7. Cette année, le sommet a largement porté sur les enjeux de sécurité et d'énergie dans un contexte marqué par les tensions autour du détroit d'Ormuz, la guerre en Ukraine et l'implication de plusieurs de ses membres au sein de l'OTAN. Le G7 est-il parvenu à produire des résultats concrets? A-t-il contribué à désamorcer certaines tensions ou à faire avancer les principaux dossiers internationaux? Ou peine-t-il encore à transformer ses engagements en actions véritablement efficaces? Soyons clairs, le G7 n'est pas une institution capable de produire à lui seul des changements majeurs ou fondamentaux. Par exemple, un sommet du G7 ne permettra pas de conclure un accord de paix sur l'Iran ou sur l'Ukraine, et nous ne verrons pas non plus
une refonte de l'architecture de sécurité européenne à la suite d'une réunion du G7. Son importance réside plutôt dans sa capacité à montrer au monde que les démocraties et les économies avancées sont encore capables de se coordonner et d'agir ensemble. C'est là que se trouve sa véritable valeur. Il serait donc erroné de regarder le G7 et de dire que puisque la guerre avec l'Iran n'est pas plus proche d'une solution ou que le conflit en Ukraine n'a pas progressé vers un règlement, que le groupe n'a servi à rien. Son objectif n'est pas simplement d'afficher une coopération, mais de le mettre en pratique. Et cela est essentiel. Lorsque des pays comme la Chine, la Russie et plus largement les pays du Sud observent avec scepticisme l'ordre international dirigé par l'Occident, ils se demandent si ces institutions sont encore viables ou s'il faut se tourner vers d'autres organisations promues par la Russie ou la Chine, telles que l'Organisation de coopération de Shanghai ou l'Union économique eurasiatique menée par Moscou. Or, ces institutions n'ont joué aucun rôle significatif dans les affaires internationales au-delà de leur fonction d'instrument au service de l'État qui les dirige. À mon sens, le G7 agit presque comme un mécanisme correctif ou complémentaire aux Nations Unies. Des pays partageant des orientations similaires y coordonnent leurs positions sur les questions importantes. Speaking of getting things done, it's happening in the football and the soccer fields. En parlant de résultats concrets, il y en a aussi sur les terrains de football. Chris, vous êtes un passionné de football. En 2022, vous aviez couvert la Coupe du Monde au Qatar. Après des mois de guerre, de division, de crise économique et de tensions énergétiques, cette année, le mondial a offert au monde une parenthèse de respiration. 48 équipes, dont celles des 3 pays hôtes, ont participé à cette édition, tandis que des millions de supporters se sont rendus aux États-Unis, au Canada et au Mexique, découvrant sur place l'accueil et l'esprit de coopération des populations. Le sport conserve-t-il ce pouvoir unique de rapprocher les peuples et de constituer un véritable instrument de soft power ? On l'a notamment vu avec la présence de la sélection iranienne aux États-Unis, suscitant des interrogations au sein de la diaspora irano-américaine, mais aussi dans l'atmosphère qui a régné dans les stades des 3 pays organisateurs. Le football reste-t-il ce langage universel, capable de dépasser les divisions politiques ? À mon avis, ce qu'il y a de meilleur dans la FIFA, et cela ne concerne pas uniquement les États-Unis, mais toute l'histoire de la Coupe du Monde, ce sont les supporters eux-mêmes, des citoyens ordinaires qui souhaitent vivre ensemble et partager leur passion du sport avec leurs homologues venus d'autres pays. Ce qu'il y a de pire en revanche, et nous l'avons encore vu lors de cette Coupe du Monde, c'est lorsque la politique s'en mêle. Par exemple, un arbitre très respecté n'a pas été autorisé à entrer dans notre pays sans autre raison valable que des considérations politiques. Il y a également les questions d'avantages liées à la politique qu'au sport lui-même. La FIFA a été accusée d'imposer des prix excessifs aux spectateurs et d'exclure certaines personnes en raison de tarifs qui n'auraient pas dû être aussi élevés. Cela relève aussi, dans une certaine mesure, de la politique. Mais lorsque l'on revient à ce qu'il y a de plus beau, le rassemblement de personnes venues du monde entier simplement pour profiter d'un événement et le désir des athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes et de représenter leur pays de la meilleure manière possible. Alors que cette saison touche à sa fin, je voudrais poser une question à chacun d'entre vous. Je vais commencer par vous, Georges. Qu'est-ce qui vous rend optimiste et quel est le foyer de tension qui vous préoccupe le plus ? C'est une excellente question. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il existe à la fois une pression économique, une pression militaire et des efforts diplomatiques dont nous espérons qu'ils seront efficaces et conduiront à l'instauration de la paix. En revanche, ce qui m'inquiète le plus est l'Iran, qui est l'une des parties concernées par ces négociations. Le régime iranien possède un historique de 47 années durant lesquelles il a utilisé la diplomatie davantage pour gagner du temps pour que parvenir à la paix. Ryan ? Si je devais commencer par un élément positif, je dirais que ma principale source d'optimisme vient du fait que malgré les plus gros titres et parfois même les gros commentaires négatifs que nous formulons à propos des Nations Unies, nous avons vu des situations comme celle du Sahara marocain où la coopération internationale et la diplomatie continuent réellement de produire des résultats. D'accord. Chris Lapetina ?
Ah oui, ma plus grande source d'optimisme est que les jeunes du monde entier disposent aujourd'hui de moyens de communication et d'un accès à des réalités que nous ne pouvions pas connaître à leur âge, faute de technologie et des réseaux sociaux dont ils disposent aujourd'hui. Mais ma plus grande source de pessimisme est que certains pouvoirs cherchent à contrôler et à censurer ces moyens de communication. Nous l'avons vu dans certaines régions du monde, au sein des régimes autoritaires et parfois même dans certaines démocraties où l'on observe des tentatives de limiter la capacité des citoyens à rechercher la vérité. Cette année nous aura rappelé une réalité, la pression ne reste jamais confinée à un seul endroit. Une guerre peut bouleverser les marchés de l'énergie, une catastrophe naturelle mettre à l'épreuve les capacités d'un État, un conflit commercial fragiliser des industries entières, tandis que la course aux technologies redessine les rapports de puissance. De la même manière, une décision prise à Washington peut produire des effets à l'échelle mondiale en quelques instants. C'est pourquoi tout au long de cette saison, nous avons suivi de près les principaux foyers de tension: Gaza, l'Ukraine, l'Iran, le Sahara marocain, la Chine, les enjeux migratoires, l'énergie et l'intelligence artificielle. Au milieu de ces bouleversements, les relations entre le Maroc et les États-Unis sont demeurées solides, portées par un partenariat stratégique, construit au fil des générations et qui dépasse les circonstances du moment. À vous, téléspectateurs, merci de votre fidélité tout au long de cette saison de Depuis Washington. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur les différentes plateformes numériques de Média TV. Je remercie chaleureusement nos invités d'aujourd'hui, Chris Lapetina, Georges Landrit et Ryan Ekstrom, ainsi que nos correspondants Shorok Diab et Adel Dessouki. Mes remerciements vont également à toute l'équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Wafi pour son professionnalisme et la qualité de son travail. Salutations depuis Washington, merci encore de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle saison de Depuis Washington.